Bienvenue pour cette dernière conférence, hein, c'est pas évident. Donc, si vous êtes fatigué, détendez-vous, soyez tranquille, laissez-moi votre cerveau, tout se passera très bien, vous ne sentirez qu'une toute petite piqûre. Alors, comment hacker le cerveau des utilisateurs? Je trouve que le nom de la conf est quand même assez vendeur. Okay, ça a ses limites, mais ça a aussi pas mal d'efficacité. Et j'ai essayé de vous expliquer en fait surtout mon retour d'expérience personnelle. Donc dans cette conférence, vous ne verrez pas Elon Musk, vous ne verrez pas Steve Jobs, ni tous ces grands héros. Voilà, je sais qu'on est habitué à ça. Vous aurez parfois un chat quand même pour vous faire plaisir. Comment hacker le cerveau des utilisateurs? Avant de rentrer dans le comment, je vais quand même vous expliquer rapidement mon expérience et d'où je viens. C'est important pour que vous compreniez aussi un peu mon fil rouge. Sans ça, on risque d'être un peu largué et de ne pas se comprendre et vous me poserez plein de questions après. Et je ne réponds qu'aux questions des personnes qui m'offrent une bière. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un comportementaliste. Okay, j'ai des amis qui sont comportementalistes animaliers. C'est presque pareil. Okay, moi, je m'intéresse au comportement des humains. Et finalement, je me suis rendu compte, pour avoir échangé avec beaucoup d'amis vétos, que nous ne sommes qu'en fait que des grosses poules. Voilà. Eh ouais, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma mère, okay, qui est un super exemple pour moi. Ça fait depuis que j'ai 7 ans que je l'étudie. Et je fais des petites expériences comme ça avec ma mère en me disant comment est-ce qu'elle va réagir. Et j'ai dit à ma mère, hé, maman, il y a un nouveau centre commercial qui vient de commencer. Est-ce qu'on va le voir ensemble? Alors, on va au centre commercial. Et puis, à un moment donné, je me dis, tiens, où est-ce qu'elle va se garer? Tu vois, et elle tourne, comme une poule que j'ai mis récemment dans un poulailler, qui tourne aussi, parce qu'elle ne connaît pas son univers, elle ne sait pas quoi faire, et donc elle tourne. Et alors je lui dis gentiment, mais tiens, qu'est-ce que tu cherches? Mais une place, hein, voyons, Steve. Ah oui, mais tu veux une place comment? Ben, j'aimerais bien une place pas trop éloignée de l'entrée. Pourquoi? Tu vas faire des grosses courses? Non, mais c'est plus pratique. Ok. Et quoi d'autre? Eh bien, Steve, moi j'ai eu une expérience, je me suis fait agresser à un moment donné lorsque je suis sorti d'un centre commercial, donc j'aime bien qu'il y ait une caméra. Comme ça, si on casse la vitre de ma voiture, je sais qui fait le truc. Ah, intéressant. Et puis on rentre dans le centre commercial, et dans le centre commercial, à un moment donné, elle est paumée. Elle met 1h20 pour faire tous les rayons. Elle découvre, quoi, découverte. Ma poule fait la même chose. Et puis, le temps passe, et je repars dans mon poulailler, ma poule commence à pondre des œufs, je suis assez fier de ça. Et je vois que ma poule maintenant a tout le temps les mêmes réflexes. Elle rentre et sort par rapport au soleil, elle va manger plus ou moins au même moment, elle me reconnaît, je la reconnais, on a presque un dialogue, ça devient sympa. Et puis je dis à maman, maman, c'est le moment qu'on reparte ensemble au centre commercial. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Elle va directement se garer plus ou moins au même endroit. C'est un réflexe, elle ne cherche plus. Elle rentre dans le centre commercial, elle se balade, et elle tombe direct sur Exki. Vous connaissez la marque, hein, on ne fait pas de pub. Elle tombe sur Exki, mais il est 16 h. Je lui dis, quoi, t'as faim? Parce qu'on était allé la fois d'avant chez Exki. Elle dit, non, j'ai pas faim. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Ben, je sais pas, c'est sympa, tu veux un café? Ouais, ok. Et je me suis rendu compte que son parcours était programmé. C'était fini. Ok? Comme une poule. C'est comme ça. On a le libre arbitre, mais on a quand même tout un tas de programmes, et voilà, ça nous facilite la vie. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Donc comportementaliste, c'est ça, hein, c'est pas vraiment mentaliste. J'essaie pas de deviner ce que vous avez dans la tête, j'essaie de savoir ce que vous ferez juste après. Parce que si je sais ce que vous faites juste après, je peux aussi influencer votre comportement. Et ça, j'aime bien. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est le comment. Et du coup, au préalable, mon parcours était un parcours militaire. Donc j'ai bossé pendant pas mal de temps à l'armée. J'ai vu que des gens pouvaient très bien faire des choses super sympas. Et puis du jour au lendemain, en lui donnant quelques informations, ces gens peuvent faire des choses vraiment terribles. Je me dis, ah, c'est quand même intéressant de savoir comment est-ce qu'on passe d'un truc à l'autre. Après l'armée, je me suis mis à la scène et j'ai commencé à étudier le théâtre. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de transmettre à mes comédiens comment rendre quelque chose de crédible par rapport à un texte. Tu as un texte et il faut le rendre crédible, il faut le rendre vivant. Et ça m'a intéressé aussi de voir les interactions entre les êtres et un script. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc j'ai travaillé ça, ça m'a vraiment intéressé, et puis j'ai fait le tour, et puis je m'emmerde vite, donc je me suis cassé, et puis on ne buvait pas assez de bière. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à tout un tas d'outils, PNL, systémique, ce genre de choses, que j'ai commencé à avaler pas mal. Et puis, forcément, je suis revenu à
mes premières amours, j'avais été entre être comédien et être militaire, j'ai été développeur. J'ai fait du développement, mais il y a très longtemps, hein, je suis assez vieux. Donc j'ai développé en RPG, RPG ILE, voilà, ABAP un peu. Mais voilà, je me rendais compte qu'il y a un monde entre les personnes qui développent et les personnes qui utilisent. Okay, mais un monde. Et moi, personnellement, ça m'intéressait de voir comment on pouvait faciliter ça. Alors, hacker le cerveau des utilisateurs, ça implique 3 choses importantes. Hacker, donc ça veut dire qu'on a des datas à récupérer, on a un truc à prendre, okay, on a de l'information. Cerveau, ça veut dire des individus, des groupes d'individus. Okay, et utilisateur, ça veut dire qu'il y a certainement eu une expérience entre les datas. Pour avoir des datas, tu as une expérience entre un objet et un utilisateur, ou entre 2 utilisateurs, ou des utilisateurs. Enfin, en gros, il y a eu interaction. Et donc, dans ton esprit, tu as une expérience subjective. Et ça, c'est cool. Pour vous donner un exemple de ce que c'est qu'une expérience subjective, je vais vous donner un mot, et je vais laisser votre esprit et votre inconscient faire venir ce qui vous vient. Le mot est chien. Ouais, je sais, c'est un mot pas évident, mais laissez venir. Si je vous dis chien, qu'est-ce qui vous vient? Okay. Qu'est-ce qui vous vient si je vous dis chien? La première chose qui vous vient. C'est quoi? Le frisbee. C'est plutôt sympa, et il sourit en plus, tu vois, le frisbee. Donc il y a une expérience subjective avec le frisbee, c'est pas intéressant. Ouais, chien. Son cri, ouais, et ça c'est pas trop cool. C'est l'aboiement. Et c'est plutôt cool ou c'est plutôt pas cool l'aboiement? C'est cool l'aboiement. C'est cool l'aboiement. Qui dit c'est pas cool l'aboiement? Levez la main. Ok. Qui dit c'est cool l'aboiement? Super, on vient de faire un test AB. En tout cas, on sait qu'il y a des personnes qui ne réagissent pas, mais les personnes qui n'aiment pas l'aboiement, on sait qu'elles réagissent plus vite. Okay, donc ça dépend. Et pourtant, c'est un seul mot. Nom de Dieu dit. Et on en écrit des phrases. T'imagines toutes les expériences subjectives qui vont commencer à s'éveiller en nous, simplement en écrivant des phrases et en les tapant sur des écrans? Ça, c'est intéressant. Mais comment pouvoir extraire ces informations-là et comment ne pas les parasiter par notre propre expérience à nous? Alors, comment faire? Eh bien, il faut demander à l'utilisateur tout simplement. Mais ça, vous le savez, hein, c'est pas nouveau. En plus, pour certains, vous êtes certainement beaucoup plus geek que moi, vous avez plein d'informations. On demande à l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle le test AB, hein, c'est assez simple. Voilà, technique bien connue, test AB. Le test AB, c'est vrai, mais ça n'est vrai qu'à partir du moment où tu as déjà ton expérience à utiliser. Tu as déjà ton site web ou tu as déjà ton expérience magasin, quelle que soit l'expérience, hein, on parle souvent de data, mais une expérience, aller au centre commercial, c'est une expérience. Ikea l'a bien compris. Le tunnel d'entrée pour aller chez Ikea jusqu'au moment où on sort, hein, ils ont très bien compris le système. Eh bien, imaginons maintenant, je vais faire une allégorie, on va faire un test AB sur ma femme. Okay, donc voilà, ça c'est ma femme. Et je lui envoie ce texto, je lui dis, écoute chérie, je suis navré d'être rentré trop tard, ivre, sans t'avoir donné de nouvelles. Chérie, je termine par chérie, c'est important. Okay, et étrangement, elle est vénère. Je dis, ah c'est bon quoi, je t'ai envoyé un texto quand même, tu vois. Ok, je l'ai envoyé après, mais voilà. Et on pourrait faire un test AB sur ma femme qui pourrait représenter un groupe d'utilisateurs. Et donc je pourrais dire, tiens, je vais changer. Je vais dire simplement, tiens, si je retire le chéri, comment ça va se passer? Tiens, je suis navré d'être rentré trop tard, ivre, sans t'avoir donné de nouvelles. Ou bien, je vais encore changer. Je vais dire, tiens, je suis navré d'être rentré trop tard, chérie. Et je peux encore changer. Je vais dire, ben non, je suis navré d'être ivre sans t'avoir donné de nouvelles. Ou bien, chérie, et etc., etc. Le problème, c'est que si tu commences à faire des expériences avec ta femme, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, okay, ce qui va se passer, c'est pas OK. Tu vas avoir des données, mais elles seront corrompues. Le problème, c'est que dans les tests AB, ben, généralement, on a ça aussi. Okay, à un moment donné, okay, tu peux faire un test, tu peux sortir un groupe test, tu peux commencer à faire un type d'expérience sur ce groupe test si tu as beaucoup d'utilisateurs, okay, et si tu as le temps. Et oui, on fait des réitérations, etc. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Et des fois, tu ne peux pas te le permettre. Okay, en tout cas, avec ma femme, je te mets au défi d'essayer. Ça ne marchera pas. Et donc, à un moment donné, ben, il y a autre chose. On peut faire aussi ce qu'on appelle l'éducation. Okay, Pavlov nous l'a expliqué. L'éducation, c'est simple. Ça veut dire, quand je rentre bourré, tant que tu n'es pas sympa avec moi, je te fais la gueule.
Okay, et le jour où je rentre bourré et que tu me souris, que tu me dis c'est pas grave, ah ben à ce moment-là, on se fait des bisous, je t'emmène au cinéma. Okay, ça c'est Pavlov. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est moi qui t'éduque. C'est moi qui te dis, à partir du moment où tu fais bien les choses comme moi je le veux, alors tu as ta petite croquette. Okay, exactement comme le chien qui fait sonner la cloche. D'accord? Mais tu vas me dire, Steve, on n'est pas des animaux. Hein. Okay, et pour ça, on va devoir faire quoi? Des tests en régie. Les tests en régie. C'est quoi un test en régie? On dit aux gens, ah, un test AB, c'est pas suffisant. Je vais appeler une série d'utilisateurs ou un groupe test qui pourrait représenter un peu les personnes et je vais commencer à faire les personas. Si j'ai pas le moyen de les avoir, on les connaît, hein, les personas, et on va faire les stories, d'accord? Bah oui, ça y est, on amène mon groupe de ma femme et on lui dit voilà la personnalité, est-ce qu'elle est introvertie, extrovertie, ok? Quel est son rapport à la technologie, ok? Est-ce qu'elle est plutôt mobile ou pas, d'accord? Tu peux faire le test MBTI, super sympa. En plus, dès qu'on parle de soi, on aime bien. Donc tu lui dis tu veux faire un test où tu te connaîtras un peu mieux? Ah ouais, je veux bien. Tu vois, donc, ils participent, ils sont super sympas. Si en plus tu leur offres des gommes, des bonbons, c'est super important le sucre. Tu lui donnes des bonbons au début du test, tu dis merci d'être venu, hein, tu as fait 300 km pour me rencontrer, il y a des bonbons. Puis ils sont contents. Et puis tu vas commencer à pouvoir décrypter un peu ces informations-là. Et ça, c'est super important que tu puisses le faire. Parce qu'avant de mettre en prod quelque chose de nouveau, ou bien pour réaliser un peu les résultats que tu as eus, tu as intérêt à avoir un feedback direct. Et là, c'est juste incroyable. Je me suis rendu compte que ce soit ou en feedback d'une expérience vécue, soit en première expérience, hein, lorsqu'on fait du design thinking, lorsqu'on commence à réfléchir un peu à notre groupe de personnages, lorsqu'on fait la définition, ou même avant, lorsqu'on est en empathie. C'est dingue de voir à quel point les gens parfois posent les mauvaises questions, et surtout à quel point les gens ne lisent pas entre les lignes. Okay, vous allez me dire, ouais, mais à un moment donné, en plus de ça, Steve, c'est pas possible, nous, on n'est pas des animaux. Ce qui nous différencie, nous, c'est le libre arbitre. Mais oui, c'est notre petite voix intérieure qui fait que nous vivons dans une génération d'humanistes. Et notre petite voix intérieure sait ce qui est bon pour nous. Ma femme sait qu'à un moment donné, elle est vénère si je rentre bourré. Okay, et ça, c'est la petite voix intérieure, contrairement aux animaux qui, eux, sont juste impulsifs. Oui. Ça, c'est ce qu'on croit. Et du coup, ce que font les bêta-testeurs, ils vont dire à l'utilisateur « Et dis-moi un peu, comment tu as vécu cette expérience ?» Et les gens notent. Et pourquoi tu n'as pas aimé ça? Et quand on leur dit pourquoi tu n'as pas aimé, si tu me demandes à moi pourquoi j'ai pas aimé me faire engueuler quand je rentre alors que j'étais bourré, et je vais te dire parce que je suis libre, parce que j'ai la gueule de bois et on va pas commencer à gueuler maintenant, etc. En gros, je vais te donner une information rationnelle à un sentiment irrationnel. Parce que l'expérience que j'ai eue a une part de rationalité. Mais bien évidemment, elle a fait part à une part affective chez moi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, sur une application, si j'arrive pas tout de suite à réagir parce qu'elle me semble trop compliquée, pourquoi ça m'énerve? Je vais te répondre, parce qu'elle est beaucoup trop compliquée, cette application. Ça m'emmerde. Je ne suis incapable de te dire, c'est parce que chez moi, ça éveille un sentiment de frustration. Que si je remonte dans le temps, ce sentiment de frustration était un peu l'équivalent de quand je me sentais complètement incompétent quand le prof disait « Delcourt, à vous !» Alors, quelle est la réponse? Et je baissais les yeux. Incapable de te dire que ça me ramène à ce sentiment-là, précisément. Et pourtant, c'est ultra nécessaire lorsque tu vas commencer à développer. Ultra nécessaire pour plusieurs raisons. Un, quand tu dis à un développeur, écoute, s'il te plaît, tu veux bien faire un truc un peu plus facile parce que le mec, il trouve que c'est vraiment compliqué ce que tu as fait. Le développeur, il t'envoie chier, il dit quoi, compliqué? Il n'y a que 3 boutons à faire. Si c'est compliqué, laisse tomber, quoi. Non, si tu lui expliques simplement, à un moment donné, le sentiment qui est vécu par mon utilisateur, c'est la frustration, qui le ramène à de l'incompétence. Déjà, tu impliques beaucoup plus ton équipe avec toi. Parce que lui aussi, le développeur, j'en suis certain, un jour ou l'autre, on lui a dit « Maurice, quelle est la réponse à la question que je vous ai posée ?» Et lui aussi a été frustré. C'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est bien de ça dont on parlait. Le problème, c'est que quand tu poses la question à quelqu'un, il ment. Il ne te dira jamais la vérité.
Chérie, pourquoi est-ce que tu t'es vénère quand je rentre bourré après une bonne soirée avec mon pote Pierre? Mais parce que ça ne se fait pas. C'est bien connu, enfin, hein, je ne suis pas là pour t'attendre, l'égalité des sexes, ça existe, nom de Dieu. Et puis j'en ai parlé avec ma mère, elle trouve ça aussi honteux, etc., etc., etc. Et elle a raison. Mais c'est pas pour ça qu'elle est vénère. C'est absolument pas pour ça. D'abord, c'est quelle est l'émotion à laquelle elle est touchée? La colère? La peur? Si c'est la peur, quel est le film qu'elle s'est fait? Tiens, il rentre, il a pris de l'alcool, il rentre au volant. Ok, c'est un premier test. Si c'est la colère, hein, il me dit que c'est avec Pierre, Pierre il est célibataire, je le connais, hein, à chaque fois, en plus il a toujours des top biches à côté de lui, ça me gave, et donc je me sens laide. Mais elle ne te le dira pas, hein, elle y pense même pas au moment où tu lui poses la question. Okay, et il peut y avoir plein de choses, il peut se passer plein de trucs, où elle peut très bien se dire, tiens, en fait, le jour où mon père, à Noël, quand j'avais 6 ans, est parti boire un verre avec un copain qui s'appelait Pierre, et qui s'est fait ramasser par un camion, oh, je ne veux même pas y penser, c'est trop grave. En gros, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et c'est très important de savoir ce qui se joue dans ton groupe d'utilisateurs. Parce que ça va tout changer dans ton développement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se fier à ce que quelqu'un nous dit? Si tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à son hémisphère gauche, tu t'adresses à un moment donné au narrateur, à celui qui à un moment donné a l'accès à la parole et qui va transformer une émotion en quelque chose de concret. Okay? Or, le narrateur, en plus du fait qu'il n'est pas vraiment, il ne soit pas le seul à avoir vécu l'expérience, il y a l'autre partie de toi, hein, on parlait du libre arbitre, mais il n'est pas si libre que ça. L'autre aussi a quelque chose à dire. Il y a l'expérimentateur. Or, on sait maintenant, parce qu'on a fait le test de l'eau froide, vous connaissez ce test de l'eau froide? Faites ça, ouais. Okay. Alors, le test de l'eau froide, c'est un test assez sympa, moi j'aime bien, c'est un test AB, c'est un AB test. On dit aux gens, ok, mets ta main dans l'eau froide pendant 60 secondes. C'est ce qu'on appelle l'expérience courte. Et on dit aux autres, ou après, mets ta main dans l'eau froide, toujours à 14 degrés, pendant 60 secondes. Et 30 secondes de plus. Ce qu'on ne dit pas à l'utilisateur, c'est qu'on va injecter de l'eau et qui va faire monter la température à 15 degrés. En gros, 60 secondes expérience désagréable, ou 60 secondes plus 30 secondes d'une expérience qui reste désagréable, mais un peu moins désagréable sur la fin. Okay? Plus de 80% des gens vont prendre cette expérience longue. Pourquoi? Parce que le narrateur n'a pas de notion du temps. Il prend juste l'expérience du début, pas agréable, l'expérience de fin, un peu plus agréable. Okay? Sur une ligne du temps, pas agréable, un peu plus agréable. Et le narrateur, il fait comme ça. Il dit, ben, la moyenne des deux, en fait, c'est que l'expérience longue, elle est plus chouette. Tout simplement. Et ce sera la même chose si vous posez une question à « Pourquoi tu as décroché de ce site à ce moment-là ?» Le narrateur ne prendra même pas la notion du temps. Il ne vous le dira pas. C'est pour ça qu'il est important de poser les bonnes questions dans un bon état aux bonnes personnes. Alors, il y a une vieille pratique, vieille comme le monde, okay, enfin, 72, 72. Okay, 1972, les gens ont inventé la PNL. Okay, et après, les neurosciences ont confirmé tout un tas de tests de PNL. Okay, programmation neurolinguistique. On travaille sur le langage, sur la façon dont toi, tu perçois les choses. Okay, ça, c'est un de mes outils principaux. J'en ai d'autres, heureusement, mais c'est quelque chose qui va me permettre d'entrer plus facilement en connexion avec le groupe d'utilisateurs. Alors, ce qu'on connaît de la PNL, hein, c'est oui, si je regarde tes yeux et que je vois plus ou moins où ils vont, okay, je vais pouvoir comprendre si tu es visuel, auditif, kinesthésique, ce genre de choses. C'est quelque chose de connu. On sait aussi maintenant que tes rétines vont se contracter ou se contracter ou pas selon ce que tu vas penser, selon si l'expérience va être positive ou non. Et on a maintenant tout un tas de matériel qui permet de le contrôler lorsque tu fais le test. Ça, c'est la base.
Mais ce qu'on utilise beaucoup moins, et pourtant en change management, c'est aussi une des bases, c'est la pyramide de deals. C'est entre ta valeur, merci, entre la valeur qui se joue et l'équivalence concrète, comment tu testes ta valeur, tu vas passer par tout un tas de couches. Comme dirait Shrek, okay, on est comme des oignons, on a des couches. Ce n'est pas juste 1 ou 0. D'accord? Et si tu commences à percevoir finement la subtilité de ton groupe d'utilisateurs, alors tu as tout un tas d'informations beaucoup plus conséquentes qu'un simple test A-B. Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle une modélisation. Tu vas pouvoir modéliser ce que ce groupe a de commun lorsqu'il aime ton app ou ce qu'il a de commun lorsqu'il n'aime pas ton expérience. Okay? Et tu vas pouvoir le savoir au niveau des valeurs qui sont touchées jusqu'à comment tu le fais en passant par les capacités que tu dois développer ou non. Alors, ce qu'il est important de faire avec ton utilisateur, c'est de le mettre en état de conscience modifié. Alors, l'état de conscience modifié, il y a des personnes qui appellent ça l'hypnose, etc. L'état de conscience modifié, c'est super important. C'est une ressource énorme qui permet à l'utilisateur, lorsque tu lui poses des questions, de se remettre exactement dans la situation. Ou bien tu lui poses la question lorsqu'il est en situation, ou bien tu lui poses des questions en le remettant dans la situation, en le remettant à son rythme, en utilisant ses mots. Ça, c'est excessivement important. L'état de conscience modifié. La réalité virtuelle nous permet également d'amener les personnes en état de conscience modifié. À partir du moment où je dis simplement, tiens, sur cet arbre, je vais prendre une pomme, dès que tu commences à voir la pomme, dès que tu commences à l'imaginer, ton état de conscience est modifié. Parce que tu la vois, mais elle n'est pas là. Eh bien, on fait ça en remettant la personne dans la situation. Une fois qu'on a associé la personne à l'expérience, il y a un truc qui est important, c'est on ne doit pas demander à la personne pourquoi tu n'aimes pas cette expérience ou pourquoi tu l'aimes. Je ne dois pas demander à ma femme pourquoi est-ce que tu voulais absolument que je ne rentre pas trop tard, pourquoi est-ce qu'il faut que je conduise sans alcool. Il ne faut pas demander ça. Tu dois trouver le temple de la personne. Qu'est-ce qui se joue en elle? Qu'est-ce qui est important pour elle? Par exemple, si je prenais l'exemple de ma femme, d'abord, c'est la sécurité. La sécurité, c'est super important. Et OK, et c'est quoi ton équivalence concrète de la sécurité? Eh bien, c'est la tienne, mon amour. Hein, c'est que tu ne reprennes pas la voiture complètement ivre. Je te connais quand tu es bourré. T'en fais des conneries. Mais c'est aussi celle des autres. Hein? Rappelle-toi le nombre de personnes, les statistiques, le nombre de personnes qui, en état d'ivresse, ont chopé quelqu'un, cassé un mur, etc. Et puis ensuite, c'est la liberté. Je ne suis pas là pour t'attendre. En deuxième position. OK. D'accord, c'est ça. Ça pourrait être tout un tas d'autres choses comme valeur. Et donc, mon groupe d'utilisateurs a avant tout comme importance la sécurité et en plus teste la liberté. C'est génial. Donc, à ce moment-là, je vais changer. Maintenant, je peux commencer à ne pas faire des tests AB. Je vais lui envoyer un message qui dit « Chérie, j'ai rencontré Pierre, on discute et je vais rentrer plus tard que prévu. Voici ma géologue. Ça me ferait plaisir que tu nous rejoignes. Le babysitter est disponible et si tu veux, et le bar est à 5 minutes en Uber. OK? Si pas, c'est tout à fait OK. Bonne soirée, tu es libre. OK? Si j'ai ces informations-là, je pourrais lui transmettre exactement ce qu'elle veut entendre. Et finalement, c'est ce que les UX designers font. Ils veulent à un moment donné transmettre le meilleur site que les personnes veulent voir. Il faut toujours aussi que ce soit quelque chose de correct pour toi. Hein? Toi, société, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que moi, je veux qu'elle me rejoigne en Uber, oui ou non? Okay? Tu peux très bien te dire aussi, ouais, mais si je lui laisse la liberté, je sais aussi qu'elle ne le fera pas, qu'elle préfère rester chez elle, il y a une super série pour elle. Okay? C'est ce qu'on appelle la manipulation. D'accord? D'où viendra la question de l'éthique? L'éthique est super important. Pourquoi est-ce que tu veux décoder ça? Okay? Alors, je vais vous donner une expérience concrète que j'ai vécue et que j'ai pu tester chez un de mes clients. Mon client est une très très grosse boîte en Belgique. Et en gros, il y a des gens qui doivent câbler, qui doivent câbler dans les maisons. Et donc, tu as 3 équipes. Hein, c'est du belge, hein, mais je pense qu'en France, ça doit être pareil. Tu as une équipe de mecs qui font les trous.
Ils sont spécialisés, les mecs. Ils arrivent chez toi, ils font un gros trou dans la chaussée, et bam, ils se barrent. Tu as la deuxième équipe, c'est l'équipe des mecs qui câblent. C'est pas les mêmes. Ils arrivent, ils ont des gants blancs ou quoi, tu vois. C'est pas les mêmes. Ils viennent, ils câblent. Et les troisièmes sont ceux qui rebouchent les trous. Et ce ne sont pas les mêmes que ceux qui débouchent. Attention, l'équipement n'est pas le même. Et à un moment donné, on avait un algorithme qui permettait, d'abord on avait demandé aux utilisateurs de pouvoir faire des photos. Prends une photo, s'il te plaît, de ce trou. Comme ça, nous, on sait que le trou est encore bouché ou il ne l'est pas. On a le résultat. Et l'utilisateur, il est super content parce qu'en plus, il peut voir le niveau de priorité d'arriver chez lui. Est-ce qu'on va défoncer ta chaussée, oui ou non? Ils ont fait un super truc. Ils ont dit, on est allé voir aussi les personnes, les équipes qui débouchent et qui rebouchent. Et ils leur ont demandé pourquoi tu utiliserais ce logiciel. Ils disent, je sais pas. Et qu'est-ce qui est important pour toi? Uniquement que ce soit facile et que je puisse vite rentrer chez moi. Parce que nous, quand on a fini la tournée, on rentre plutôt chez nous. Ok, super. Ils ont fait un algorithme et effectivement, les mecs pouvaient rentrer plus tôt chez eux. Et personne ne l'utilisait. What the fuck, quoi. Tu me demandes à un moment donné de rentrer plus tôt chez toi. On a tout un tas de développeurs qui l'ont fait, qui t'ont demandé pourquoi et on ne l'utilise pas. Mais non. Quand tu mets la personne en état de conscience modifié, tu te rends compte que cette équipe-là, ce qu'il y a de plus important pour elle, pour ces mecs qui ont 25 ans, qui sont statutaires, hein, okay, ils ont 25 ans de boîte, ils connaissent leur métier, c'est le choix. Uniquement avoir le choix. C'est tout. Alors tu me dis, mais alors ça ne sera jamais possible, vu qu'on a un algorithme qui doit leur dire quoi faire. Non. Tu leur proposes 3 possibilités. Tu leur dis, est-ce que tu veux le chemin le plus court? Est-ce que tu veux le chemin le plus éco-responsable? Ou est-ce que tu veux le chemin le plus tranquille, le moins embouteillé? Okay? La différence de temps est infime. Donc le manque à gagner, si le mec veut à un moment donné être tranquille, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que tu donnes le choix à ton équipe. Ça paraît tout bête, mais je peux te dire que quand on a développé et que les mecs ont recommencé et réitéré des dizaines de fois sur un algorithme et ils ne comprenaient pas la raison, elle était simplement humaine. Les gens sabotaient leur expérience parce qu'on ne leur posait pas la question. Tout simplement. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, de vous transmettre, je vois beaucoup de personnes qui cherchent à un moment donné des UX designers. Alors, il y en a certainement des personnes qui peuvent tout faire. Mais UX designer, ce n'est pas une personne. Il y a des researchers, il y a des personnes qui vont vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui est important pour vous, comment ça l'est. Et des personnes qui, à un moment donné, vont travailler sur l'ergonomie. Ça, c'est du UX design. C'est qu'à un moment donné, on sait que faire, comment le faire, pour qui, quel groupe, qu'est-ce qui est important pour eux, et en adéquation avec le business de la personne qui demande le développement. Ça, c'est super important. Et ce binôme, normalement, il est très différent. Et donc, ces gens complémentaires sont simplement heureux. Tout simplement.